Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 10e épisode de la série pour créer un jeu de survie sur Unity. On a passé de nombreux épisodes sur notre inventaire, notre système d'équipement, etc. Il est temps de faire un petit peu autre chose, quelque chose qui va vraiment nous permettre de voir un gros avancement dans notre jeu. Nous travaillons sur un jeu de survie, il est temps de récupérer des ressources, il est temps de miner de la pierre, de couper des arbres, de manière générale de récupérer des ressources qu'on va pouvoir ensuite utiliser un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va commencer par mettre en place la première partie de ce système de récupération de ressources, et on va faire ça avec la possibilité de miner. On va permettre à notre personnage de s'approcher d'un amas de pierres et simplement de miner avec une pioche et d'en extraire simplement des items, de la pierre ou des pierres précieuses ou à peu près n'importe quoi. Très rapidement avant de se lancer, je vous rappelle que cette série est entièrement gratuite sur YouTube. Si cela est possible, c'est grâce au tipeur dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Merci à vous pour vos dons, c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer d'exister. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, si vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité de le faire, les liens de Tipeee et Utip, deux sites de donation, sont disponibles en description. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour et on est parti pour cet épisode 10. Comme souvent, on va commencer cet épisode par importer un fichier Unity Package, le lien est en description, il s'appelle miner de la pierre, on ne pouvait pas faire plus simple. Vous cliquez sur le bouton Download que vous avez à droite, une fois le fichier téléchargé, on clique dessus, on l'ouvre avec Unity. On va avoir un certain nombre d'éléments à importer, plus que d'habitude, et la structure de rangement a un petit peu changé, je vais vous expliquer dans un petit instant. Parmi les éléments qu'on retrouve dans ce Unity Package, on a un dossier pickaxe pour ajouter la pioche, qui va nous permettre donc de récupérer du minerai. Aujourd'hui, ce sera juste une partie visuelle, on verra ça un peu plus tard. La pioche, elle est composée d'un certain nombre de matériel, d'un modèle 3D, il y a déjà une préfab, une texture, et ça va être à peu près la même chose pour le dossier rock, donc le rocher, duquel on va pouvoir extraire des pierres. On retrouve un matériel, un modèle, une préfab de base et une texture. Ces deux éléments, ce n'est pas moi qui les ai créés, ils viennent de l'Asset Store, respectivement pour la pioche de cet asset que vous avez à l'écran, Toolset Polypack. C'est un pack qui contient un certain nombre d'outils qui sont vraiment plutôt jolis, plutôt bien faits, et peut-être qu'on refera appel à ce pack, je vois qu'il y a notamment une hache qui potentiellement pourrait nous être utile. Pour le rocher, il est issu du pack Low Poly Rock Pack, publié par Broken Vector, encore une fois une asset gratuite, les deux sont des assets gratuites, et dans celui-là il y a un certain nombre de rochers, j'ai eu un petit peu de mal à choisir, mais j'ai fini par en choisir un parmi tout cela, mais vous pouvez bien évidemment utiliser vos propres modèles 3D ou en utiliser d'autres de ce même pack ou de n'importe quel autre pack. Donc n'hésitez pas à modifier les modèles 3D que moi j'ai importés, derrière ce ne sont que des visuels, donc libre à vous de les modifier. Donc comme d'habitude, on laisse tout cocher, on fait import, et contrairement à d'habitude où les fichiers se plaçaient directement au bon endroit, cette fois-ci ils ont tous été ajoutés dans un dossier import épisode 10, simplement parce que c'est un petit peu plus simple pour moi de le faire de cette manière. Donc juste avant de commencer, on va ranger tout le nécessaire dans les dossiers en question. Donc on peut ouvrir Pickaxe par exemple, puis Materials. Ces deux éléments qu'on a ici, on va les sélectionner, donc je prends le premier, je reste appuyé sur CTRL, je prends le deuxième. On va les glisser dans le dossier Materials général qui est directement dans le dossier Asset. En fait, on va tout vider de tout ce qu'on a importé pour tout mettre au bon endroit. Le dossier modèle, on fait un glisser-déposer vers le dossier modèle. Depuis la préfab, on met dans le dossier préfab. Et la texture dans le dossier texture. Une fois que c'est fait, le dossier Pickaxe, vous pouvez le sélectionner et faire Supr, on va le supprimer. Et toujours dans le dossier Import épisode 10, on va s'occuper de Rock maintenant. Donc Materials, on a un Materials gris. En soi, ce Materials Grey, on va pas vraiment en avoir besoin parce qu'on en a déjà un, donc au final on n'a même pas besoin de l'importer. On n'a pas besoin d'y toucher, on va directement aller dans Modèle. On va faire un glisser-déposer de Rock Model dans Modèle. Depuis Prefab, Rock Prefab dans Prefab. Et pour finir, la texture, on n'en a pas besoin non plus vu qu'elle est liée aux Materials. Donc on n'y touche pas. Et on peut sélectionner Import épisode 10 et faire Supr. On va supprimer ce dossier, ça y est. On a tout importé et on a tout directement rangé au bon endroit.
Je vous propose maintenant de commencer par ajouter justement le rocher dans notre scène, celui duquel on va pouvoir extraire nos pierres. Et il va falloir ce rocher le configurer, lui ajouter tous les éléments nécessaires. Donc vous pouvez vous rendre dans le dossier Prefab, dans lequel vous allez retrouver Rock Prefab, que vous pouvez importer dans la scène. Alors on va avoir une texture rose, ce qui est synonyme en fait que la texture est manquante, c'est normal du coup vu qu'on vient de la supprimer. Et pour pas s'embêter, on va aller dans le dossier Materials et on va pouvoir faire un glisser-déposer de Gray directement sur cet élément. Gray, c'est en fait le même matériel qu'on a utilisé pour nos pierres. Donc les pierres et le rocher auront la même couleur, ce qui est plutôt logique. Donc on va faire ça de cette manière. Cet élément Rock Prefab, vous voyez que sur la droite on n'a rien parce qu'en fait c'est le parent, mais on peut l'ouvrir, on a un élément à l'intérieur qui s'appelle Visual, un autre objet, et c'est lui qui va en fait contenir tout le nécessaire pour ce rocher. On retrouve déjà le Mesh Filter et le Mesh Renderer qui permettent d'avoir un visuel tout simplement. On a également un Mesh Collider qui actuellement est marqué comme convexe pour avoir une boîte de collision au plus proche de la réalité, bien que le fait que ce collider soit convexe, eh bien on a certaines formes qui vont pas être respectées. Et même pour une question d'optimisation, j'aurais tendance à dire que le Mesh Collider qu'on a ici, on va pas l'utiliser. Donc on va aller sur les 3 petits points, on va faire Remove Component, et on va faire Add Component. Oh, je vais peut-être pas m'embêter, je vais prendre un Box Collider. Vous pouvez mettre peut-être une capsule pour essayer d'avoir à peu près un collider de la forme de ce rocher. Moi je vais prendre le Box Collider simplement parce que c'est le plus optimisé. C'est celui qui va venir prendre le moins de ressources. Et ce collider, je vais venir maintenant l'éditer avec le bouton ici, Edit Collider. Et je vais me mettre en vue isométrique, en vue de haut, pour pouvoir un petit peu mieux changer la taille de la boîte de collision. Alors vous voyez que chez moi la boîte elle va pas tout à fait respecter le modèle, ce qui va permettre au personnage de s'approcher de ce rocher au maximum. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal, je vais arrêter l'édition et revenir dans la vue normale. Il faut savoir que c'est pas très grave d'avoir des colliders qui vont pas épouser à 100% la forme du modèle, généralement on va pas s'en rendre compte. Tout dépend évidemment des objets et de leur taille, mais chez nous le Box Collider sera parfait pour ce rocher. Passons maintenant à la suite, il va falloir qu'on ajoute d'autres components à ce rocher. On va notamment ajouter un Rigid Body qui va nous permettre notamment d'utiliser les Raycast pour pouvoir détecter ce rocher devant le personnage et prendre les mesures nécessaires ensuite. Il faut qu'il y ait un Rigid Body pour le détecter. Très important, on va décocher Use Gravity et on va cocher Is Kinematic. Nous, on veut que ce soit plutôt un élément fixe au sol, donc on ne veut pas que ce soit affecté par la gravité. Et surtout, très important, activer Is Kinematic, sinon le rocher il va simplement s'envoler au contact du personnage. Je vous laisse essayer si le cœur vous en dit. Je viens de vous le dire, on va utiliser un Raycast pour interagir avec ce rocher, et en fait, on va avoir un système quasiment très semblable en fait au ramassage des objets, qui fonctionne également avec un Raycast. Et c'est d'ailleurs sur ce système déjà existant qu'on va se baser. Aujourd'hui, on va faire évoluer le système de ramassage d'items pour pouvoir interagir avec d'autres objets, notamment ce rocher. Justement, pour simplifier ce travail avec les Raycast, on va ajouter à ce rocher un tag et un layer. Donc au niveau du tag en haut, on va faire Add Tag. On appuie sur plus. On va ajouter un tag Harvestable, ce qui veut dire en fait récoltable. C'est un tag qu'on utilisera vraisemblablement pour les arbres, qu'on ajoutera plus tard, probablement au prochain épisode. On va essayer de faire un système assez générique pour pas avoir à le redévelopper à chaque fois qu'on ajoute un nouveau type d'objet avec lequel on peut interagir. Donc Harvestable, je vais directement le copier, je vais faire Save. Juste en dessous, on peut aller dans Layers, et juste après Item, ou là où il y a une place libre, on va également ajouter Harvestable, je fais un copier-coller comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'erreur de frappe. Et une fois qu'on a ajouté notre tag, notre layer, on va revenir sur notre rocher, donc sur le visuel, et on va assigner Harvestable et Harvestable. Puis pour finir, on a un dernier élément à ajouter sur cet objet. Comme les items, il va falloir qu'on ajoute un script. Un script qui va nous permettre d'avoir tous les paramètres, toutes les informations vraiment relatives à cet élément, à cet objet dans la scène, donc à ce rocher. Donc nous on avait créé un script item, ici on va en créer un nouveau, dont le nom va encore une fois être
assez générique, on va aussi l'appeler harvestTable. On va faire new script, create and add. Alors juste avant qu'on rentre dans ce script, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Je me suis posé une grosse question quand j'ai préparé cet épisode, c'est de quelle manière est-ce qu'on va récupérer les ressources issues de ce rocher. J'ai vu deux possibilités, soit lorsque le personnage va interagir avec le rocher il va se détruire et automatiquement on va ajouter dans l'inventaire les pierres qui sont issues de ce rocher, ou alors le personnage il va casser le rocher, on va faire disparaître le rocher du coup, et on va faire apparaître au sol les pierres qui en sont issues. Et ensuite le personnage sera libre de les regarder et de les ramasser, comme on a fait jusqu'à maintenant pour par exemple ces pierres qu'on a ici, ou les habits, etc. Je suis parti sur la deuxième solution plutôt, parce qu'elle sera beaucoup plus simple à implémenter pour nous. Donc lorsqu'on va casser un rocher, on va avoir au sol des pierres qui vont apparaître, et le personnage pourra les ramasser s'il le souhaite. On va commencer par créer un système assez simple, mais qu'on va pouvoir rendre un petit peu plus complexe avec le temps pour ajouter par exemple un taux de drop pour les items. Donc maintenant que vous savez concrètement ce qu'on va faire, on va aller dans notre script harvestTable qu'on vient de créer, on peut enlever les void start et update, et dans ce script, dans un premier temps, ce qu'on veut c'est savoir quel élément est-ce qu'on va faire spawn lorsque le rocher est détruit. Alors il y a une manière très simple de faire ça, ce serait de créer une variable type serializeField avec une variable publique de type itemData, on va faire plutôt une array vu qu'on pourrait avoir plusieurs éléments qui vont apparaître lorsqu'on va casser le rocher, et on peut l'appeler par exemple harvesttableItems, donc les items qu'on va pouvoir collecter, sous-entendu en cassant ce rocher. Ça fonctionnerait très bien, on a du coup une variable harvesttableItem, on peut ajouter plusieurs entrées, et à chaque fois on peut préciser, on peut avoir, lorsqu'on casse ce rocher, une pierre, 2 pierres, 3 pierres par exemple. Mais pour ajouter une mécanique un petit peu plus intéressante au farm des différents éléments qu'on aura dans notre jeu, je me suis dit qu'on allait quand même rajouter une petite part d'aléatoire. Alors on va pas encore ajouter les taux de drop dont je vous ai donné l'exemple il y a quelques secondes avec les pourcentages de chance d'avoir l'un ou l'autre objet, mais ce qu'on va faire, nous par exemple, c'est dire que lorsqu'on va casser ce rocher, on aura forcément une pierre qui va apparaître, mais il pourrait potentiellement y en avoir plus, 2 ou 3 ou 4, et on va en fait pouvoir définir au minimum combien d'éléments vont apparaître, et également au maximum combien peuvent apparaître. Et nous on ira tirer un nombre aléatoire entre ce minimum et ce maximum, et on fera apparaître autant d'objets que nécessaire. C'est pour ajouter un petit peu plus de mécanique, un petit peu plus de suspense aussi lorsqu'on va farmer des éléments dans notre scène. Je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'ajouter ça aujourd'hui plutôt que de faire vraiment la base de la base, on va quand même ajouter des petits éléments pour épicer un petit peu notre gameplay. Du coup, dans notre script harvestTable, plutôt que de prendre une array d'itemData, on va créer un nouvel objet, une nouvelle classe en dessous, qu'on peut appeler ressources au singulier, et à l'intérieur on va ajouter 3 variables, une première de type itemData qui va représenter l'un des objets qui va apparaître lorsqu'on va casser cette pierre, et ensuite on va ajouter 2 variables int, minimum, que je vais abréger en min, amount spawned, donc le montant minimum d'éléments à faire apparaître, et je vais copier cette variable et je vais l'appeler maxAmountSpawned. On va marquer cette classe en system.serializable, très important, pour qu'on puisse ensuite utiliser le mot-clé ressources ici, pour qu'on ait en fait une liste de type ressources. Ce qui veut dire, si vous sauvegardez maintenant et que vous revenez sur Unity, sur notre script harvestTable, on va avoir toujours notre liste harvesttableItems, mais chaque élément ne va plus contenir juste le itemData, mais on va avoir également le minimum et le maximum. Donc moi par défaut pour cette pierre, je vais mettre la liste à 1, je veux dire qu'il n'y aura qu'un seul objet qui va apparaître lorsque le rocher sera brisé. Cet élément ça va être stone, je vais faire apparaître des pierres, plutôt logique, et je vais dire qu'au minimum, on peut avoir au moins une pierre qui va apparaître, je vais être sympa avec mon joueur, je considère que s'il casse cet énorme rocher, il devrait pouvoir au moins récupérer une pierre, et au maximum, je vais en faire apparaître 3. Donc on aura, lorsque le rocher sera brisé, au sol, des éléments qui vont apparaître, et il y en aura entre 1 et 3.
Donc c'est super, notre rocher en soi, il est déjà configuré, hein, on n'a plus besoin d'y toucher, il a ses tags, ses layers, il a son script. La seule chose qu'on va faire pour pas oublier, c'est d'aller sur le parent, Rock Prefab, et on va faire un override apply all. Comme ça, on sait que toutes les modifs sont effectuées sur la préfab. Il est temps maintenant pour notre personnage de pouvoir interagir avec cette pierre. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, le système il va être très semblable au ramassage des items. Mais commençons par la base, on veut pouvoir détecter ce rocher lorsque notre joueur est proche et on va lui afficher un message à l'écran. Actuellement, c'est ce qu'on fait pour les items et on le fait depuis le script qui se trouve sur la main caméra et qui s'appelle Pickup Item. Ce script, on va le faire évoluer pour qu'il puisse nous permettre de ramasser des objets au sol, mais également qu'il puisse nous permettre d'interagir avec d'autres objets dans la scène, notamment aujourd'hui le rocher. Du coup, le nom n'est plus tout à fait juste Pickup Item, ça ne nous permet pas uniquement de récupérer des objets, donc on va le renommer. Au niveau du script, ici, vous cliquez juste une fois sur Pickup Item, Unity va automatiquement vous l'ouvrir et vous le mettre en surbrillance, il est juste là. Je vais le sélectionner, je vais appuyer sur F2 pour le renommer, et je vais l'appeler Interact, donc interagir. Je vais retourner sur ma main caméra, on va m'afficher une erreur parce que effectivement le nom du script et le nom de la classe n'est plus le même, donc ce script Interact, on va pouvoir l'ouvrir. Et au niveau de la classe, qui s'appelle encore Pickup Item, on va l'appeler Interact. On va également modifier le nom de certaines variables qui étaient vraiment liées aux items. Vous voyez Pickup Range, Player Pickup Behavior, Pickup Text, toutes ces variables on va un petit peu les renommer. On veut que ce soit des noms assez génériques pour qu'on comprenne qu'on peut les utiliser pour les items, mais également pour les collectables. Donc par exemple Pickup Range, on va le renommer en Interact Range, ce sera la distance, la portée à laquelle on peut interagir avec un objet. Player Pickup Behavior, on va le renommer en Player Interact Behavior, on renommera également ce script tout à l'heure. Pickup Text devient Interact Text, et c'est tout pour les variables. Forcément, il faut qu'on les renomme également dans ce même script ici, donc Pickup Range, on l'a vu, c'est Interact Range. Pickup Text, c'est Interact Text. Player Interact Behavior et Interact Text. On va revenir sur Unity. Toujours sur notre main caméra, du coup, on retrouve notre script qu'on a renommé Interact. Alors on a perdu du coup la liaison avec le Player Interact Behavior et le Interact Text. On va recréer ces connexions dans un instant. Juste avant, on va en profiter pour aller renommer également sur le joueur, donc Player, on va le sélectionner. Le script Pickup Behavior, qui ne va plus nous permettre uniquement de récupérer des objets au sol, mais également maintenant de pouvoir interagir avec le monde qui entoure notre personnage. Donc vous cliquez sur Pickup Behavior, le script on va le renommer, c'est donc Interact Behavior, on fait Entrée. Pour renommer le script, on va également double-cliquer dessus maintenant pour l'ouvrir dans Visual Studio, et on va modifier le nom de la classe en Interact Behavior. On va retourner dans notre script Interact, et du coup, le type de variable n'est plus Pickup Behavior, mais Interact Behavior. Voilà, au niveau du renommage des scripts, on est bon, tout devrait être ok, il faut juste maintenant qu'on recrée les liaisons avec les différentes variables. Donc si on va sur Player, normalement, Interact Behavior, on n'a perdu aucune connexion parce qu'on n'a pas renommé les variables. Par contre, si on va sur la caméra, Main Camera, Interact ici, le Player Interact Behavior, il est donc sur le joueur, on peut faire un glisser-déposer de Player, et Interact Text, il se trouve dans le canvas, et chez moi il s'appelle Pickup Text, logiquement il devrait avoir à peu près le même nom chez vous. Je vais le sélectionner cet objet, je vais faire F2 pour le renommer, et je vais l'appeler Interact Text. Et sur la main caméra, je retourne dessus et je fais un glisser-déposer de Interact Text sur Interact Text. Et on est bon à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on est bon. Maintenant qu'on a tous nos scripts qui ont les bons noms de classes et de variables, on va retourner dans notre script Interact pour ajouter la gestion de l'interaction avec nos collectables, nos harvestables. Donc actuellement, dans ce script, on va faire un raycast pour détecter l'objet que le joueur est en train de regarder, avec un filtrage sur les layers avec lesquels on peut interagir.
Et ensuite, parmi les objets qu'on a déjà filtrés, on va aller vérifier. Si c'est un item, eh bien on va pouvoir appuyer sur E pour récupérer l'objet. Et actuellement, c'est la seule fonctionnalité de ce script. C'est juste fait pour les items. Donc maintenant, on va aller ajouter la possibilité d'interagir également avec les éléments qui ont le tag et le layer harvestable. Donc sur la main caméra, dans notre script interact, au niveau du layer mask, actuellement, on n'a que item. Mais nous, on veut aussi harvestable. Donc on va également le sélectionner. Et les deux devraient donc apparaître ici. On va retourner dans le script. Et histoire d'optimiser un petit peu nos lignes pour ne pas mettre trop de lignes inutiles et de duplication, on va juste un petit peu changer l'ordre. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'abord le recast, puis vérifier le tag, puis appuyer sur une touche du clavier. On va le faire autrement. Pour éviter d'avoir à dupliquer à chaque fois cette condition sur l'appui de la touche du clavier, on va changer son ordre. Donc cette condition, on va la prendre, on va faire couper, CTRL X, et on va la mettre juste au-dessus, ici. Et c'est à l'intérieur de cette détection sur la touche E, notre touche d'interaction en fait, qu'on va déplacer la vérification sur le tag item. Donc je vais déplacer également cette condition à l'intérieur. La ligne player interact behavior.doPickup, évidemment c'est pour notre item, donc ça va dans cette condition item. Et le texte d'interaction, on va l'activer dès lors que le recast touche un élément concerné. Voilà, vérifiez que vous avez bien le même ordre que moi. Ce script, on le refera évoluer au prochain épisode, donc voilà, on a changé l'ordre des conditions, mais je repasse très rapidement dessus. Et maintenant, comme on l'a fait pour item ici, on va ajouter une condition pour notre tag harvestable. Donc à la limite, on peut copier cette condition, ça ira plus vite. Et on va modifier le compare tag qu'on a ici par harvestable. Donc faites bien, ne faites pas de faute, hein, mettez bien le même orthographe que pour le layer et le tag qu'on a créé un peu plus tôt. Et ici, on va enlever cette ligne et on va juste mettre un print dans un premier temps en marquant. Et on va juste aller vérifier que tout fonctionne bien à ce niveau-là. On va retourner sur Unity. Je vais appuyer sur Play. Et du coup, lorsque je regarde un item, on devrait toujours avoir le message, press E to pick up. J'appuie sur E, ça devrait toujours fonctionner. Dans mon inventaire, j'ai bien ma pierre qui a été ajoutée. Je vais en profiter pour réinitialiser mon inventaire à 0, parce qu'on travaille plus trop dessus, donc pas de raison d'avoir des items présents par défaut. Et si je m'approche de ce rocher et que je vise, on devrait avoir également le message qui apparaît. Si j'arrête de viser, on peut voir le message qui disparaît. Alors le message qui est affiché à l'écran, on le modifiera au prochain épisode. Vu que c'est un rocher, on va plutôt interagir avec, on va pas le pick up, on va pas le ramasser. Donc c'est quelque chose qu'on modifiera un petit peu plus tard. D'ailleurs, si je vise le rocher et que j'appuie sur E, on peut voir un message dans la console qui nous dit « On a interagi avec l'objet visual ». Donc effectivement, c'est juste, ça fonctionne, et on va pouvoir passer à la suite. On peut arrêter le mode play. La suite, qu'est-ce que c'est ? C'est au moment où on vise le rocher et qu'on appuie sur E, ne plus afficher ce message dans la console, mais lancer une animation où le personnage va miner, tout simplement. On a déjà une animation de minage pour notre personnage, si vous êtes un petit peu curieux, vous l'avez peut-être déjà vu en fouillant un petit peu les fichiers du projet. Tout comme on le fait actuellement pour l'animation, lorsqu'on ramasse un objet, on va bloquer le mouvement du joueur, donc aussi longtemps qu'il tape sur son rocher, le mouvement il va être bloqué. Puis une fois que notre personnage il a fini de miner le rocher, eh bien on va lui redonner la possibilité de se déplacer. Le rocher, entre-temps, il aura explosé, entre guillemets, il sera en petits morceaux, donc il aura disparu, et au sol on retrouvera les items qu'on a définis sur le rocher. On va commencer par traiter l'animation. On va faire en sorte que notre personnage joue l'animation de minage lorsqu'il mine simplement ce rocher. On va aller dans le dossier Asset, puis Character, puis Animation, et on a un dossier qui s'appelle Gathering. À l'intérieur, on a deux éléments, Gathering, qui est en fait l'animation qu'on utilise actuellement pour ramasser les objets. D'ailleurs, on peut cliquer dessus. F2 pour renommer, on va l'appeler Pickup, ça sera un petit peu plus clair. Et on a Mining Loop, qu'on peut sélectionner, et en bas à droite, vous avez la preview que vous pouvez tirer. Et à l'intérieur de Mining Loop, on retrouve ce petit triangle avec l'effet de vitesse qui représente donc un fichier animation.
On peut le sélectionner, du coup il va apparaître dans la preview, et si on appuie sur play, on peut voir, avec le personnage de base de Unity pour la preview, qu'on a bien une animation où le personnage va donner des coups de pioche. Et c'est exactement l'animation dont on a besoin. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait fait à l'époque pour l'animation de ramassage, mais pour éviter une petite blague de Unity, on avait sorti l'animation, qui est celle-là, de l'objet qu'on a ici, Mining Loop. Donc pour rappel, pour faire ça, on sélectionne Mining Loop, vous cliquez dessus, vous faites CTRL-D, ça va vous dupliquer l'objet, ça va vous le sortir, et ensuite Mining Loop, donc cet objet qu'on a là avec cette icône, on peut le supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cet élément Mining Loop, c'est cette animation. D'ailleurs, Mining Loop, on va le configurer de la même manière que Pickup, on va enlever le Loop Pause et le Loop Time. On va aller ajouter cette animation dans l'animator controller du personnage. Donc on peut aller sur Player, on peut double-cliquer sur Character Controller, ce qui va nous ouvrir l'animator. On retrouve ici Gathering, qu'on va renommer encore une fois, en Pickup, vu que c'est l'animation pour ramasser des objets, Gathering c'est pas très clair. Et on va faire exactement la même chose. Nous on avait ajouté cette animation, on avait créé une connexion depuis AnyState vers NoAiming, qui représente la fin de l'animation dans notre cas, et là on va faire vraiment tout pareil. Donc on va retourner dans le dossier d'avant où on a Mining Loop, que vous pouvez sélectionner, je vais le renommer aussi, je vais juste l'appeler Mining, ou peut-être Harvesting, vu que c'est une animation qu'on réutilisera sans doute pour d'autres interactions avec d'autres objets. Et du coup, voilà, cette animation Harvesting, vous pouvez la glisser-déposer dans l'animator, on va la mettre sur le côté. On va faire ça assez vite parce que on va devoir repasser sur l'animator un petit peu plus tard dans l'épisode, donc on va pas trop s'embêter. On va faire une connexion depuis AnyState vers Harvesting, donc clic droit sur AnyState, Transition, Harvesting, puis clic droit sur Harvesting, Transition, NoAiming. Donc on devrait avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Pour pouvoir passer du AnyState au Harvesting, donc sur cette connexion ici, on nous le dit d'ailleurs, il y a un petit warning, les transitions pour qu'elles soient prises en compte, il faut qu'on ajoute au moins une condition. Alors je vais juste fermer la preview, on n'en a plus besoin. Et cette condition, ça va être comme Pickup, ça va être l'ajout d'un paramètre. Ici vous retrouvez Pickup qui est de type Trigger, et on va faire exactement pareil. Donc on va ajouter un paramètre Trigger qu'on va appeler Harvest. Et sur cette connexion entre Harvesting et AnyState, au niveau des conditions, on va faire plus, et on va mettre ici dans la liste Harvest. Sur la flèche qu'on a ici pour quitter l'animation de récupération, on va pas ajouter de condition et on va avoir le AsExitTime qui est coché. Donc c'est parfait, notre animator controller il est configuré, comme je vous l'ai dit, on va y revenir dans un petit instant, mais ça suffira pour tester notre système. On va revenir sur Visual Studio et on va aller dans notre script Interact. Actuellement, on fait juste on affiche un message dans la console lorsqu'on essaye d'interagir avec notre rocher, comme on l'a vu. Sauf que nous, maintenant, on veut réellement une action derrière. Donc on va faire comme on le fait ici pour le doPickup. On va aller chercher dans Player Interact Behavior une méthode. On va pas utiliser la même, parce que la méthode doPickup, elle est vraiment orientée pour le récupérage des objets au sol. Donc on va avoir notre propre méthode qu'on va appeler dans un premier temps doHarvest. Et entre parenthèses, on va faire comme au-dessus, on va passer un paramètre. Donc j'ai copié-collé ce qu'on avait au-dessus, sauf qu'ici, c'est pas item qu'on va envoyer nous, c'est harvestable. Donc simplement le nom du script qui se trouve sur le rocher qu'on essaye de détruire. Cette méthode, elle n'existe pas encore, il faut qu'on aille la créer. Donc on va aller dans Interact Behavior. Et après le doPickup, je vais ajouter une méthode publique, doHarvest. Entre parenthèses, on va prendre un paramètre de type harvestable, qu'on peut appeler harvestable. On va ouvrir cette méthode. Et dans un premier temps, on va juste accéder au player animator, comme on le fait juste au-dessus pour le pickup, et on va appeler un setTrigger, qui va être différent cette fois, harvest. Donc ici, il faut qu'on ajoute le nom du paramètre qu'on a mis ici, dans l'animator. Donc attention, hein, les majuscules sont importantes, ne faites pas de faute. Et comme on l'a fait au-dessus, on va également faire un player moveBehavior.canMove égale false.
parce que tant qu'on interagit avec un objet, que ce soit un item au sol ou un rocher ou un arbre ou quoi que ce soit, le personnage n'est pas censé bouger. On va pouvoir sauvegarder, on va revenir sur Unity et on va déjà tester ça. Comme je vous le disais, juste dans Inventory, moi je vais vider mon inventaire de base, donc ici où j'ai Content, ici je vais mettre 0, et on va pouvoir tester, on va appuyer sur Play. Par acquis de conscience, je vais juste vérifier que la récupération des items fonctionne toujours bien. Le but c'est quand même pas de casser le système qu'on avait avant. Tout a l'air de bien se dérouler. Et si je me rapproche de ce rocher et que je le vise, et que maintenant j'appuie sur E, on peut voir mon personnage jouer l'animation de minage. Donc ça a l'air plutôt pas mal, hein. Dans un premier temps on a déjà un truc qui est plutôt encourageant. L'animation de minage, vous l'avez vu, elle est peut-être un petit peu courte, je peux d'ailleurs le refaire. Le personnage ne va taper qu'une seule fois. On va faire en sorte d'allonger un petit peu cette animation pour que le personnage puisse frapper quand même plusieurs fois sur le rocher, histoire d'avoir quelque chose un petit peu plus proche de la réalité. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, à savoir détruire le rocher, faire apparaître ce qu'il faut au sol, etc. On va commencer du coup par allonger la fameuse animation. Pour ça, vous pouvez aller dans Window, puis Animation, Animation, ce qui va vous ouvrir cette fenêtre, donc moi je l'ai déjà en bas. Et on va sélectionner Player, puis sur la gauche, ici dans la liste des animations, on va sélectionner Harvesting. Si je place la caméra au niveau de mon joueur, et que je déplace la timeline, on va voir l'animation se jouer selon l'endroit où est ma souris. La manière la plus simple d'allonger une animation, ça va être simplement de dupliquer les clés. Vu que là on est sur une animation qui peut être jouée en boucle, hein, le personnage il va préparer son coup, il va frapper, il va reprendre la pioche, et puis après, rebelote, on peut retaper une fois, etc. etc. Donc c'est une animation qui va être très facile à allonger. Pour faire ça, on va sélectionner toutes les clés, sauf la première. Donc le premier losange que vous avez ici, on va juste pas le sélectionner, mais on va prendre toutes les clés de toutes les lignes. Donc vous allez normalement les voir toutes apparaître en bleu. Il y a juste la première qui doit rester grise, celle-là on ne veut pas la récupérer. Vous pouvez faire CTRL-C sur votre clavier pour copier. On va placer le curseur de la timeline une frame après la dernière colonne qu'on a ici, donc la première ligne où il n'y a rien, et vous faites CTRL-V. Surtout n'appuyez pas deux fois, attendez que Unity exécute la commande, comme vous l'avez vu, ça prend quelques secondes parce qu'en fait on va copier énormément de clés, donc il y a beaucoup d'informations qui sont copiées-collées, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc ne vous énervez pas, prenez votre temps. Et du coup, rien qu'en faisant ça, si je mets la timeline au début et que j'appuie sur Play, on va voir le personnage qui va cette fois-ci frapper deux fois. Et vu que c'est une animation en boucle, quand on arrive à la fin, on va recommencer. De mon côté, je vais m'arrêter là, dans le sens où je considère que le personnage, en tapant deux fois, il va casser le rocher. Le but, c'est aussi que le joueur prenne du plaisir. S'il doit taper un caillou pendant 10 minutes pour récupérer 3 pierres, je pense qu'il va être un peu frustré. Donc chez moi, je n'ai dupliqué les clés qu'une seule fois, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire en sorte que le personnage ait besoin de taper 3 fois. Auquel cas, vous déplacez juste le curseur, encore une fois, un frame plus loin, vous refaites CTRL-V, et vous aurez votre animation qui durera 3 coups. Mais comme je vous le disais, chez moi je vais m'arrêter à 2 coups, je vais considérer que c'est suffisant, j'ai pas trop envie d'ennuyer mon joueur avec un farming trop intensif. Maintenant que c'est fait, l'animation elle est automatiquement sauvegardée, donc ça c'est parfait, on peut quitter cette fenêtre animation. Mais il y a une chose très 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 importante qu'on va devoir faire, c'est retourner dans l'animator de notre personnage. Donc chez moi il est encore ouvert là-haut. Si jamais il n'est pas ouvert, vous pouvez double-cliquer ici sur le character controller, enfin sur le contrôleur de l'animateur ici, pour le réouvrir. On va sélectionner Harvesting, on va supprimer cet élément, et vous allez refaire un glisser-déposer de Harvesting dans l'animator. Et on va refaire les connexions, donc de AnyState vers Harvesting, puis de Harvesting vers NoAiming. Sur la transition depuis AnyState, on rajoute la condition qu'on avait avant, Harvest, et c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on vient de faire ça ? Parce que c'est un bug extrêmement insidieux que j'ai trouvé en préparant cet épisode. On va avoir besoin de faire appel aux Animation Events, qu'on a déjà utilisés pour lorsqu'on ramasse les objets.
notamment pour réactiver les mouvements du personnage après avoir ramassé un objet par terre. Et vu que nous on a prolongé l'animation, je pense que c'est vraiment un bug du logiciel, l'animateur ne le prend pas en compte, et du coup il va pas forcément vous jouer vos animation events. Je vais en reparler dans quelques instants vu qu'on va les mettre en place, mais surtout faites bien comme moi, je sais que c'est un petit peu frustrant, on supprime pour recréer, mais c'est vraiment nécessaire. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va passer donc à la suite, et du coup, ce qu'il nous reste à faire, maintenant qu'on joue l'animation du personnage, eh bien ça va être de détruire le rocher au moment où le personnage donne le coup dessus. Donc chez moi, ça sera le deuxième coup. Si chez vous, vous avez encore prolongé l'animation avec un troisième ou quatrième coup, on va considérer que c'est le dernier coup de l'animation qui va briser le rocher. Donc on va retourner dans Interact Behavior, et on va ajouter une méthode après doHarvest, et qu'on va appeler Break Harvestable. Pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour briser l'objet dans la scène, pour savoir également lequel on doit briser, on va utiliser une variable temporaire, comme on le fait avec current item un peu plus haut. Donc on va remonter, on peut juste en dessous de item ici créer une variable privée qu'on peut mettre de type harvestable, et on va appeler current harvestable. Et du coup, lorsqu'on lance la procédure de récupération d'éléments, ici dans le doHarvest, on va dire que current harvestable est égal à harvestable. Ça nous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires ensuite dans cette méthode ici. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut briser le rocher, on veut le faire disparaître de la scène une fois qu'il a été cassé. Donc on va faire dessus un destroy. Pour ça, on peut dire current harvestable.gameObject. Mais forcément, nous, c'est pas tout ce qu'on va faire. En même temps qu'on va détruire le rocher, on veut faire apparaître au sol ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les pierres, peut-être les pierres précieuses par la suite, etc. Et cette information, elle se trouve sur current harvestable. On va créer donc une boucle qui sera de taille currentHarvestable.harvestableItem.length. Donc pour rappel, harvestableItem, c'est ce qu'on a sur notre rocher ici. C'est tous les éléments qu'on a ajoutés à l'intérieur. Alors on va faire une boucle, comme je vous l'ai dit, parce qu'on peut avoir plusieurs éléments. Chez nous, on n'en aura que un, par défaut, en tout cas chez moi, qui sera la pierre. Mais par la suite, on pourrait avoir plusieurs éléments, donc on va déjà faire une boucle. On va récupérer la ressource sur laquelle on est en train de boucler, on va créer une variable temporaire pour pouvoir y accéder plus facilement. Donc ça va être currentHarvestable.harvestableItem entre crochets i. Alors c'est ressources. Et comme on l'a vu, on a ajouté sur cet élément un nombre minimal d'éléments à faire apparaître et un nombre maximal. Donc maintenant, on va générer un nombre aléatoire entre le minimum et le maximum, et ce nombre qui va être généré, ça sera le nombre d'objets qu'on va faire apparaître au sol. Donc pour ça, encore une fois, on va faire une deuxième boucle à l'intérieur. Cette fois-ci, le paramètre, on va l'appeler y, pour pas réutiliser i, sinon ça marchera pas. Et la longueur de cette boucle va être donc ce nombre aléatoire qu'on va générer entre le minimum et le maximum. Pour générer un nombre aléatoire, on va utiliser random.range, et entre parenthèses, on va passer simplement le range, c'est-à-dire l'échelle sur laquelle on peut faire apparaître un nombre, donc ressource.minAmountSpawned, virgule, et ensuite le maximum, ressource.maxAmountSpawned. Et du coup, on passera dans cette boucle autant de fois que le nombre qui a été généré. Donc là, on essaie de générer un nombre entre 1 et 3. Si on tombe sur 3, on passera 3 fois dans la boucle. Et c'est donc ici qu'on va faire apparaître les objets nécessaires. Par contre, il y a une chose à savoir sur random.range, c'est qu'on peut générer des nombres aléatoires de type int, donc des nombres entiers, mais également des nombres à virgule. Et selon le type des éléments que vous allez passer, eh bien vous n'aurez pas le même résultat. Par exemple, si vous générez un nombre aléatoire comme on le fait ici en passant deux variables int en argument, donc deux nombres entiers, eh bien le maximum va être exclu. Par exemple, moi j'ai dit que le minimum c'était 1, le maximum c'était 3, mais vu que j'ai passé deux variables de type int, on ne pourra jamais avoir 3. Parce que le maximum est toujours exclu, et du coup on pourra faire apparaître seulement entre 1 et 2 pierres. Par contre, si on passe des floats, là le maximum va être inclus. Et du coup, on va vraiment respecter ce qu'on a mis et on fera apparaître entre 1 et 3 ressources. Alors c'est quelque chose de très important à savoir, surtout quand on fait de l'algo un petit peu plus pointu et qu'on a une notion d'aléatoire. Très important la différence entre int et float.
Et du coup, dans notre cas, vu qu'on passe de int, nous, on aimerait que le maximum soit inclus. Du coup, ce qu'on peut faire, juste avant le resource.maxAmountSpawned, on va mettre, entre parenthèses, float. Ce qui va nous permettre en fait de caster cet élément qui est un nombre entier sous forme de float. Du coup, sous une forme de nombre à virgule. Et random.range, il va comprendre que je lui passe une float, donc j'ai envie que le maximum soit inclus. Et on aura donc un nombre généré entre 1 et 3 pour notre rocher, pour l'exemple que j'ai pris aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est clair. On va créer une variable temporaire de type GameObject qu'on va appeler instantiated resource, qui va représenter l'objet qu'on va faire apparaître chacun des passages dans la boucle. On va faire un GameObject.instantiate pour faire apparaître un objet. Cet élément, il se trouve sur ressource.itemData.prefab. Et cet élément, une fois qu'il est apparu, pour pas qu'il apparaisse n'importe où, on va lui dire que sa position doit être celle où il y a actuellement le rocher. Donc de cette manière, les petites pierres qu'on va faire apparaître au sol, elles apparaîtront à la place du rocher qu'on va faire disparaître juste après. Et du coup, ici, on peut passer currentHarvestable.transform.position. On a toutes les infos qu'il nous faut. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Étant donné qu'on fait un destroy de currentHarvestable.GameObject, la variable temporaire currentHarvestable, elle va automatiquement se vider. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément pensé quand j'avais fait le add item to inventory qui est juste en dessous. Je fais un currentItem.nul qui n'est pas nécessaire, donc si déjà on est dans ce script, on va l'enlever. Ça ne changera rien au système et ça fait toujours une ligne de moins. On peut sauvegarder. On a tout ce qu'il nous faut, maintenant il faut juste qu'on appelle breakHarvestable au bon moment. On va revenir dans Unity, on va aller sur Player, et on va retourner dans notre fenêtre Animation. Si jamais vous l'avez fermée, elle est dans Window, Animation, Animation. On va sélectionner sur la gauche Harvesting, parce que c'est sur notre animation Harvesting qu'on veut jouer les bons événements. Et du coup, comme je vous le disais, il y a deux éléments qu'on veut jouer, c'est le moment où le rocher va se briser, et qu'il va laisser sa place aux petites pierres, et le moment où on va réactiver le mouvement du personnage. Le moment où on veut briser la pierre, c'est le dernier coup que notre personnage va donner à la pierre, donc chez moi c'est à peu près ici, au niveau de la frame 56. Si vous avez mis 2 répétitions de 2 coups, vous avez mis 2 coups dans votre animation, ça devrait être à peu près la même chose chez vous. Donc je place mon curseur ici, j'appuie sur le petit bouton ici pour ajouter un animation event, qui s'est ajouté automatiquement, alors on le voit pas, hein, il est tout petit, mais il est bien là. Et cet animation event, il est sélectionné par défaut, et sur la droite, on va dire qu'à ce moment-là de l'animation, on veut faire un break harvestable, pour briser la pierre. Et on a un autre événement à ajouter, c'est tout au bout de l'animation, quand on a fini de casser notre rocher, on ajoute un autre événement, donc on clique dessus, il est sélectionné automatiquement, et sur la droite, on va sélectionner Re-enable Player Movement. Et normalement, on devrait avoir tout qui fonctionne. On va tester, on va appuyer sur Play. Je vais m'approcher de mon rocher, je vise, j'appuie sur le bouton, mon personnage va frapper 2 fois la pierre se brise, et on a vu les rochers apparaître à la place. D'ailleurs, on a eu de la chance, il y a 3 pierres qui sont apparues, c'est le nombre maximal qu'on pourrait avoir. Et ça tombe bien, vous avez vu ces petits items volés, et c'est exactement ce que je voulais vous montrer, mais ça n'arrive pas à chaque fois, donc vraiment une aubaine pour le coup, je suis très content que ce soit apparu. Parce que justement, on risque d'avoir à terme des problèmes avec tous ces petits objets. Vous l'avez remarqué, nos objets ils sont affectés par la physique, je peux courir dessus, vous voyez mon casque il s'envole dans tous les sens. C'est pareil pour les tenues, pareil pour les cailloux, etc. Je n'ai pas ajouté une masse définie pour les objets. Donc par exemple, si je vais dans la scène, que je prends le caillou qui est devant moi et que je modifie sa masse et que je mets quelque chose comme 10 000, et que cette fois-ci je cours sur ce rocher, bah vous voyez, le rocher là, il bouge plus tellement, hein, il est beaucoup trop lourd pour notre personnage. Donc en soi, les masses de vos différentes préfabs, vous pouvez les modifier de votre côté, hein, n'hésitez pas à le faire si vous voulez éviter qu'en marchant sur votre casque, le truc fait effet ballon de foot et qu'il s'envole à l'autre bout de la scène. N'hésitez pas à augmenter les masses, c'est quelque chose que j'ai pas forcément pensé à faire.
Je considère que c'est assez détail et que du coup on verra ça plutôt vers la fin de la création de notre projet. Mais ce qui risque de nous poser problème, vous l'avez vu, c'est la physique des objets entre eux. Tout comme dans la réalité, en fait, quand on utilise de la physique sur Unity, eh bien on n'est pas censé avoir des éléments les uns sur les autres. Par exemple, si je mets ici 3 pierres, je vais me mettre dans l'onglet Game, je vais appuyer sur Play, les pierres elles vont pas trop apprécier et elles vont s'envoler. Parce qu'elles vont en fait en quelque sorte se battre pour avoir la place où elles sont actuellement. Alors dans la réalité, c'est impossible d'avoir des objets les uns sur les autres, hein, et heureusement, parce que si on avait tout qui s'envolait autour de nous à chaque fois, et qu'on avait une physique jeu vidéo, on s'en sortirait pas super bien, je pense. Mais il y a une possibilité que j'aimerais vous montrer pour corriger ce problème vraiment de manière définitive et pour tous les items, c'est en fait de désactiver les collisions entre les items eux-mêmes. Je m'explique. Vous avez vu, j'ai mis 3 items au même endroit, j'ai appuyé sur Play, ils se sont envolés entre eux. On peut se rendre dans Edit, Project Settings, Physics, et on peut aller tout en bas pour retrouver ce qui s'appelle la Layer Collision Matrix. On va retrouver cette matrice qui peut faire un peu peur, mais il n'y a rien de compliqué. Et en fait, elle va représenter les différents layers existants, donc on retrouve notamment Item et Harvest Table chez nous. Et grâce aux petites cases qu'on a ici, on va pouvoir définir quels layers peuvent entrer en collision avec quel autre layer. Par défaut, tout est coché, ce qui veut dire que tous les objets sont affectés par la physique et entrent en collision entre eux. Mais par exemple, ici, vous voyez qu'on a Item écrit à la verticale, et on l'a également ici à l'horizontale. Si je me rends sur la case qui va croiser ces deux éléments, vous voyez qu'il y a un tooltip qui indique item/item, et que je décoche cette case, je peux fermer cette fenêtre, je vais appuyer sur Play, on va faire le même test. Vous voyez, j'ai laissé les pierres au même endroit, mais cette fois-ci, les pierres, elles ne se sont pas poussées les unes les autres. Pourtant, avec mon personnage, si je cours sur ces pierres, vous pouvez voir que moi, je les affecte encore par la gravité, je peux encore les pousser. Mais ce qu'on a fait, en gros, c'est de faire en sorte que les items entre eux ne puissent plus entrer en collision. Si je pousse cette tenue, vous voyez qu'elle va complètement traverser l'autre. Et ça, c'est une bonne manière pour éviter d'avoir ces items qui s'envolent n'importe où dans la scène avec cette physique jeu vidéo. Alors, on perd un peu en réalisme, hein, vous le voyez avec ces deux éléments l'un sur l'autre, mais c'est une solution en tout cas pour éviter d'avoir des problèmes d'objets qui vont les uns sur les autres. Ça va être un petit peu à vous de définir ce que vous avez envie pour votre jeu, est-ce que vous voulez que les items entre eux aient des collisions ou non. Moi je vous montre comment l'activer ou le désactiver. Je crois qu'on peut le faire d'ailleurs au runtime, et je vais le refaire, je vais aller dans Edit, Project Settings, je vais aller tout en bas et je vais réactiver la collision. Alors vous l'avez peut-être vu dans le fond, hein, c'était très discret, on a eu les deux habits qui étaient l'un sur l'autre qui se sont réactivés au niveau des collisions. Le fait d'avoir les collisions activées, ça peut donner droit à certains trucs un petit peu sympas, par exemple si on pose des pierres, eh bien, vu qu'elles ont toutes un collider cubique, elles vont simplement se mettre les unes sur les autres, donc ça peut donner des trucs sympas, ça donne un petit peu plus de réalisme, mais ça peut donner lieu, comme vous l'avez vu, au problème d'items qui s'envolent. Donc moi ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais désactiver la collision entre les items, donc je le fais encore une fois, Edit, Project Settings, Physics, je vais tout en bas, et la case Item, je vais la décocher. Je vais également décocher la case Harvestable Item pour éviter que, entre le moment où on fait apparaître les pierres et le rocher, le moment où il disparaît, pour éviter qu'on ait tous ces éléments au même endroit, mais ils peuvent tout à fait rentrer en collision avec le reste, ce qui veut dire que voilà, le joueur peut toujours pousser les items s'il court dessus. Si on pousse un item contre un mur, il va pas traverser le mur, il sera toujours affecté par le nécessaire. Et du coup, on peut éventuellement retester, je vais appuyer sur Play, je vais retourner casser cette pierre, on a un élément qui est apparu au sol, je peux le ramasser. Alors là c'est pas un bug, hein. Vous avez vu que j'ai ramassé un item, il est bien dans mon inventaire, et en fait c'est qu'il y en a plusieurs qui sont apparus, et du coup ils sont apparus au même endroit. Il y en avait 3 qui sont apparus, décidément on a de la chance. On pourrait presque croire que notre système aléatoire ne fonctionne pas, c'est toujours le piège quand on développe ce genre de système, mais je vous assure, il fonctionne. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, effectivement, c'est vu que les 3 items ils apparaissent vraiment au même endroit et qu'ils ne rentrent pas en collision entre eux, ils vont vraiment se chevaucher et on aura l'impression qu'il n'y a qu'un item au sol alors que là, dans ce cas, il y en aura plusieurs. Donc voilà, il n'y a jamais de technique parfaite au niveau de la physique dans les jeux vidéo. Vraiment à vous de voir si vous voulez la collision ou pas entre les items. Je vous ai montré comment faire, à vous maintenant de définir comment vous voulez gérer ça.
On va finir cet épisode avec un ou deux petits détails pour rendre l'ensemble un petit peu plus sympa. Vous l'avez vu, le rocher, maintenant on peut le casser, mais le personnage, il a pas de pioche en main. Il le casse avec ses mains, donc c'est possible dans Minecraft, c'est possible dans beaucoup de jeux, mais c'est pas super pratique dans la vraie vie, je pense. Donc on va faire en sorte de faire apparaître une pioche dans la main du personnage au moment où il va frapper l'objet. Donc vraiment pendant l'animation en fait. Pour faire ça, ça va être relativement simple. Vous allez sur Player, vous ouvrez l'élément, on va aller dans Armature, Route, Spine, Spine 2, Chest. En fait, on est en train de passer sur les différentes articulations du personnage. Le but, c'est d'aller jusqu'à l'une des mains, la main droite ou la main gauche, peu importe. De toute façon, dans l'animation, le personnage, il tape avec ses deux mains. Donc l'illusion sera parfaite. Scapula R, Shoulder R, Elbow R, Wrist R. Moi je vais le mettre dans la main droite, donc R pour right, L pour left. Et je vais aller au niveau de Joint Item R, qui, comme son nom l'indique, est un élément, un joint, un joint pour les items. En gros, c'est vraiment dans cet objet qu'on va placer les items qu'on veut mettre dans la main du personnage. Donc pour placer la pioche, on va ensuite aller dans le dossier Prefab, et on va faire un glisser-déposer ici de Pickaxe Prefab vers Joint Item R. Et c'est vraiment parfait, on n'a même pas besoin de gérer l'orientation, tout est déjà géré par le joint. On va appuyer sur Play. Donc je m'approche de la pierre, j'appuie sur E, et là, on a quelque chose de déjà un petit peu mieux. Donc c'est parfait. On va faire en sorte de faire apparaître l'outil uniquement lorsqu'on récupère les ressources. Chose qui va être assez simple. Dans Interact Behavior, on va simplement ajouter une variable de type SerializedField. Privé, ça va être un GameObject. On va le mettre en Pickaxe Tool. Pickaxe Visual, ça sera mieux. Et on a juste à activer et désactiver cet objet au bon moment. Donc le moment où on veut le faire apparaître, c'est dans Do Harvest, lorsqu'on commence à récupérer des ressources. Donc pickaxevisual.setActive true. Et au moment où on a terminé de récupérer les ressources, c'est le moment où on appelle Re-enable Player Movement, donc lorsqu'on donne la possibilité au personnage de se redéplacer. Et c'est ici également qu'on va mettre pickaxevisual.setActive false pour la redésactiver. À ne pas oublier, évidemment, c'est que cette pioche qu'on a ajoutée, il faut la désactiver également par défaut ici dans l'inspecteur. Cette pioche, il faut également qu'on aille la renseigner sur Player au niveau de Interact Behavior. Alors le plus simple dans la hiérarchie, c'est de taper Pickaxe, donc on a un seul élément qui apparaît, et on fait un glisser-déposer vers Pickaxe Visual. On peut tester, on va appuyer sur Play. Normalement, la pioche n'est pas présente par défaut, mais elle devrait apparaître lorsqu'on commence à taper sur le caillou, et lorsqu'on a terminé, elle disparaît. Voilà, alors c'est pour rendre l'animation un petit peu plus sympa, cette première version un peu plus sympa, mais par la suite, évidemment, on peut imaginer que la pioche, on ne l'a pas par défaut, et que le personnage, il doit en crafter une ou en trouver une. Ça sera peut-être notre premier élément à crafter, hein, ça peut être intéressant pour le moment où on mettra ça en place. Et seulement une fois qu'il aura crafté ou récupéré de la manière qu'il veut une pioche, eh bien il pourra l'utiliser pour aller casser des cailloux. Mais par défaut, pour l'instant, on va considérer qu'il en a une. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 10 jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Ça y est, on a ajouté une autre fonctionnalité digne d'un jeu de survie, la récupération des ressources. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran, tout particulièrement Clélie, Futuro, Mtor 2007, David et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Survie. Salut!